parmi les objets sur lesquels travaillent les historiens, il en est un qui est particulièrement intéressant mais difficile à saisir. Certains théoriciens ou historiens ont parlé à son propos d'une condition ancillaire qui était celle du traducteur. Condition ancillaire parce que le traducteur sert deux maîtres à la fois l'auteur qu'il traduit et le public auquel il s'adresse. Alors c'est cet objet-là, ce traducteur, qui fait l'objet d'un très beau livre que publie Amaury Cattel, Le traducteur et le démiurge, sous-titré Hermann Everbeck, un communiste à Paris, 1841-1860. Bonjour Amaury Cattel. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ici pour ce livre, donc très beau, très tout, comme on le verra. Vous êtes donc conservateur des bibliothèques, un homme des livres, un homme de livres, et ce livre est extrait d'un mémoire de master soutenu à l'EHESS en 2009, sous la direction de Christophe Prochasson, qui donne la préface, et qui est publié à la collection L'Arbre Bleu. Et le sujet de ce livre, c'est donc un traducteur qui, on le verra, a traduit en français un auteur comme Ludwig Feuerbach, qui est donc un hegelien de gauche, dit de gauche, qui également traduit Étienne Cabet, un socialiste utopique, en allemand. Alors déjà, une première question, pourquoi avoir travaillé sur ce sujet-là, ce traducteur ? C'est une longue histoire, mais en tout cas, à l'époque, c'était le souhait de travailler sur, je pense, les rapports entre la philosophie et la politique, et la manière dont la philosophie pouvait s'incarner dans une action politique. Et de ce point de vue-là, je m'intéressais à Hegel, et il m'avait paru assez étrange que ce mariage entre la logique de Hegel et une sorte de sensibilité affirmée pour la question sociale puisse avoir eu lieu à un moment en Allemagne, et encore plus que ça, qu'elle puisse être le creuset du socialisme allemand. Et donc j'ai cherché à voir si certains de ces hegeliens de gauche, certains de ces acteurs de la pensée politique allemande d'inspiration hegelienne avaient pu, en quelque sorte, influencer ou en tout cas inspirer les socialistes français, ce qu'ils avaient pu leur apporter à une époque où cette pensée-là était en plein développement. Et donc je me suis concentré sur la population d'émigrés allemands à Paris, qui tâchait de transmettre ces contenus-là aux socialistes français. Et c'est à ce moment-là donc que je suis tombé sur ce personnage assez étonnant, énigmatique, qui est Hermann Everbeck. Alors justement, présentez-le nous, parce que votre livre commence par son portrait, mais vu par la police. Et alors, qui est-il, cet Everbeck ? Alors, cet Everbeck, il est originaire de Danzig, donc en Rhénanie, à l'époque, au XIXe siècle. Il est d'une famille protestante. Il fait des études de médecine, notamment à Berlin, et il devient médecin. Pour une raison qu'on ignore, il émigre et il va s'installer d'abord aux Pays-Bas, puis ensuite, et là il motive son choix, à Paris, qui pour lui est le creuset du communisme à venir. Et donc il n'est pas facile de documenter cette première partie de sa vie, puisqu'en fait, on ne dispose pas de photos d'Everbeck, on ne dispose pas de mémoires, on ne dispose pas même d'archives d'Hermann Everbeck. Donc toutes ces informations, il faut les recroiser par le biais de documents d'époque, de correspondances notamment. Elles éclairent ce cheminement donc, qui le mène depuis son enfance en Allemagne jusqu'à Paris, donc, où il arrive comme médecin avant tout pour des motifs politiques, parce que la Confédération germanique de l'époque dans laquelle il vivait l'empêchait à son sens de publier, de s'exprimer comme il l'entendait. Et donc il vient chercher cette liberté et surtout ce qu'il appelle la pratique de la théorie, ce qui était pile dans mes interrogations, la pratique de la théorie en France parmi les communistes,
français et allemand. Et donc, à partir de 1841, donc date à laquelle il arrive à Paris, il va construire peu à peu, par des rencontres, des relations, des offres de services successives, un ensemble de relations, une position d'intermédiaire extrêmement importante entre les socialistes français et allemands, mais aussi certains cercles scientifiques, intellectuels, comme ceux du positivisme à l'époque. Son implication est telle dans cette dynamique-là qu'il devient aussi le dirigeant, un des membres dirigeants d'une ligue clandestine communiste allemande, qui a des ramifications sur tout le continent européen, qui s'appelle la Ligue des Justes à l'époque, qui deviendra la Ligue des communistes, qui publiera le Manifeste communiste en 1848, rédigé principalement par Marx et Engels. Donc il intervient surtout en tant qu'homme de terrain au sein de cette ligue. Il est enseignant auprès des ouvriers allemands de Paris. Il fait beaucoup de traductions entre socialistes. Et puis lui-même, donc, il travaille sur les traductions que vous avez mentionnées, notamment celles de Cabet, de Feuerbach, mais d'autres aussi, qui visent à documenter le socialisme allemand pour les Français. Il travaille également de manière privilégiée avec Proudhon dans des entreprises de traduction, d'échange intellectuel. En 1848, au moment de la Révolution, il est naturalisé citoyen français pour service rendu à la démocratie, puisque l'heure est aux démocrates. Et puis, il devient on va dire un ambassadeur de l'amitié franco-allemande à partir de ce moment-là, image d'ailleurs qui lui est un peu restée. Il quitte à ce moment-là la Ligue des communistes, et puis il finit son existence. Il meurt en 1860 sous le Second Empire en vivotant de petits travaux, mais après bien des péripéties que je raconte dans le livre. Et alors, quel est son but quand il traduit du français vers l'allemand pour les écrits d'Étienne Cabet et de l'allemand vers le français pour les écrits de Feuerbach en particulier? C'est quoi son objectif ? Alors, on pourrait dire initialement, il m'a semblé que c'était deux objectifs bien différents. En réalité, en y travaillant, il s'avère que l'objectif est plus ou moins le même. C'est faire la promotion d'une philosophie, en tout cas d'un geste ou d'une intention philosophique et politique qui a été formalisée au début des années 1840, très exactement en 1843, par deux compères allemands qui s'appelaient Karl Marx et Arnold Ruge, qui était un de ses amis à l'époque. Qui est l'Alliance philosophique franco-allemande. Ils ont publié en 1844 une publication qui s'appelle les Annales franco-allemandes et qui vise justement à marier à la fois la philosophie allemande, puisque les Allemands sont réputés avoir une tête bien faite pour la philosophie et que la logique de Hegel est ce qui pourvoira l'humanité pour les siècles à venir, d'une part, et d'autre part, la tête politique des Français, leur sens de l'action. Et donc il y a cette idée un petit peu, on ne sait pas vraiment si elle est naïve ou si elle est belle, de marier ces deux courants-là pour en faire la force révolutionnaire et morale qui va régénérer les sociétés modernes occidentales. Donc je pense que c'est au-delà des différents motifs qui peuvent être les siens pour traduire du français de l'allemand ou de l'allemand vers le français, il y a ce grand objectif. De manière plus secondaire, traduire Cabet en allemand, c'est donner au public ouvrier allemand, mettre à disposition de ces ouvriers et de leur cercle de discussion, de leur association de politisation, des outils, des instruments pour servir leur cause politique. Côté français, les motivations sont un peu différentes malgré tout. C'est surtout se faire un nom en tant que porte-étendard justement de cette philosophie, en tant que porteur de ce geste philosophique et politique. Et donc il sera reçu évidemment très différemment, ces travaux sont reçus très différemment en fonction de ces deux intentions initiales, mais globalement elles convergent vraiment dans ce projet révolutionnaire qui est le sien, et qui vraiment culmine pour lui dans la Révolution de 48. Il est persuadé à ce moment-là que ça y est, on y est. Et alors justement, qui lit ces traductions? Parce que vous montrez très bien dans le livre qu'en fait, le public de Cabet en allemand et le public de Feuerbach en français ne sont pas exactement identiques. Alors, par quel canaux est-ce que ça passe et qui est-ce que ça atteint, ces textes?
Alors, effectivement, les publics se recouvrent pas, même pas du tout, en fait, non seulement parce que ce ne sont pas les mêmes locuteurs, mais ce ne sont pas non plus forcément les mêmes couches sociales qui ont accès à ce texte-là. Côté allemand, ça passe par des canaux de diffusion essentiellement militants, qui sont ceux du cabétisme à l'époque, donc la doctrine portée par Étienne Cabet, un avocat républicain qui défend une démocratie assez intransigeante, inspirée de la Révolution française et des principes de 1793. Et donc ça passe principalement par ce qu'un des acteurs de l'époque appelait la propagande à pied. C'est-à-dire tout simplement ces militants révolutionnaires qui sillonnent l'Europe, puisque ces mouvements-là ont une dimension internationaliste très affirmée à l'époque, et qui, en sillonnant les différents pays de langue allemande, la Suisse, les différents territoires de ce qui n'est pas encore l'Allemagne, diffusent ces textes-là, ces brochures. Côté français, l'intention première des Verbeek, c'est de parler à sa sœur, la France. C'est l'Allemagne qui parle à sa sœur, la France. Donc l'ambition est bien plus grande, et c'est tout l'enjeu de son entreprise que de parvenir à toucher à la fois le peuple et les élites. Bon, il se trouve que les traductions qu'il réalise à ce moment-là, notamment de Feuerbach, sont diffusées par un éditeur de philosophie, notamment de philosophie allemande, et qu'elle touche donc très peu, évidemment, les couches populaires qui souhaitaient pouvoir atteindre avec son ouvrage. Par contre, de manière assez inattendue, ce sont finalement assez peu les socialistes français qui s'emparent de son offre, de son offrande, puisque lui, il le représente comme un don, puisqu'il publie à compte d'auteur ces traductions-là. Donc ce sont moins les socialistes français que les savants. Des savants comme Ernest Renan et les rédacteurs de la Liberté de penser, comme Saint-René Taillandier, les rédacteurs de la Revue des Deux Mondes. Enfin, des univers, je pense, qui sont assez éloignés de ce qu'était l'action clandestine communiste à Paris, et qui s'emparent de ces productions-là. Et pourquoi est-ce qu'ils s'en emparent, finalement ? Alors, je l'explique dans le livre, mais il y a au moment où Hermann Verbeek publie ses traductions en français, donc au début des années 1850, il y a tout un contexte on va dire, post-révolutionnaire, même si on n'est pas tout à fait au bout de la dynamique révolutionnaire qui a été enclenchée en février 1848, mais il y a un contexte favorable pour s'intéresser à ces publications-là dans ce qu'on pourrait appeler les milieux savants français. Parce que Hegel et Feuerbach, et donc les néo-hegeliens ou les hegeliens de gauche, sont considérés en France un petit peu comme, comme des fauteurs de l'ordre, pour le dire rapidement, et en tout cas des éléments révolutionnaires, fermement révolutionnaires et athées, qui est une menace pour l'ordre politique. Et donc, dans le cadre de ce moment révolutionnaire, de cette séquence révolutionnaire, ces écrits-là sont particulièrement scrutés, parce qu'on se demande, d'une part, qu'en est-il dans le texte, mais aussi on se demande ce que leurs auteurs vont bien pouvoir faire à la faveur de la Révolution. Et certains commentateurs se réjouissent de voir que, d'ailleurs, des prêtres défroqués ou des universitaires extrêmement critiques de la religion qui ont pu être traduits par Verbeek à ce moment-là, siègent plutôt à droite dans les différentes assemblées, les différentes diètes qui se mettent en place dans les territoires allemands à ce moment-là. Mais voilà, il y a un contexte favorable, et puis il y a un intérêt, on va dire, un peu de sensationnel, pour le côté un peu le parfum de soufre que peut avoir un auteur aussi athée que Feuerbach à ce moment-là de l'histoire des sociétés européennes. Alors ça, c'est la première partie de votre titre, le traducteur. Et alors pourquoi le démiurge, finalement ? Que fait-il avec ce texte, concrètement ? Ce n'est pas une traduction qui est totalement anodine, et vous le montrez de façon extrêmement claire et de façon très dynamique. En fait, c'est quelque chose qu'il recrée. Est-ce que c'est une œuvre à part entière, ces traductions ? Alors, j'en aurais pas parlé comme ça lorsque j'ai entamé ce travail, mais ça s'est imposé, en fait. Ça s'est imposé devant l'étrangeté de ces traductions-là. C'est-à-dire que
dans les traductions en allemand comme dans les traductions en français, Hermann Everbeck apparaît comme un traducteur très interventionniste, très présent dans les textes des auteurs qu'il traduit, jusqu'à donner son avis d'ailleurs, ce qui est assez inattendu dans une entreprise de traduction, de transmission d'un contenu dont on doit assurer la bonne tenue dans le déplacement qui est effectué. Et donc, ça m'a beaucoup perturbé lorsque j'ai travaillé sur ces textes-là au début, parce que j'étais dérouté par la facture extrêmement non conventionnelle, non académique de ces traductions-là. Et en consultant les correspondances, en comprenant peu à peu ce que Everbeck lui-même y avait mis d'affectif et de personnel, j'ai proposé, c'est une hypothèse de travail, j'ai proposé cette idée qu'il n'était pas seulement le traducteur, mais aussi l'auteur d'un corpus qui est quand même assez conséquent, puisque mis bout à bout, c'est 7 ouvrages qu'on comptabilise plus de 2000 pages à peu près. Et donc qu'il avait une voix propre et que son entreprise éditoriale représentait une prise de parole, une prise de position en propre qui ne relevait pas forcément de l'éthique de la traduction telle qu'elle était déjà en cours d'ailleurs au XIXe siècle. Parce que vous montrez bien, il charcute presque le texte, il fait des résumés, il coupe certains passages, il fait des intercalations d'autres auteurs, donc vraiment il transforme complètement le texte. Et du coup, est-ce que lui a le sentiment en fait de trahir quelque chose ou pas ? Non. Alors c'est ça que j'ai trouvé absolument fascinant et peut-être excessif, mais intéressant chez ce personnage-là, c'est que à un moment où, dans la genèse du socialisme et du communisme européen, l'époque est à une querelle presque de secte, pour savoir qui aura la primeur de la diffusion de la bonne parole et puis du succès politique. Everbeck est quelqu'un d'assez moqué d'ailleurs dans le mouvement communiste européen à l'époque. Un de ses camarades dit dans les correspondances qu'il est partout enclin à jouer les intermédiaires. Et en fait, la particularité d'Everbeck dans ce milieu-là, c'est que précisément, il parvient à maintenir des fidélités extrêmement à des partis extrêmement variés, voire qui ne se comprennent pas, qui ne se fréquentent pas, voire qui se combattent. Et donc, je pense qu'Everbeck n'a pas le sentiment de trahir qui que ce soit. Il est au service, et d'ailleurs, c'est quand on étudie, c'est ce que je me suis efforcé de faire dans le livre, la voix du traducteur qui ressort à travers cette entreprise-là. Cette voix-là, elle est au service d'une entreprise œcuménique, qui est donc la réussite de cette philosophie franco-allemande qui doit émanciper le peuple de son oppression et qui doit transformer l'humanité et le monde. Et parce qu'on est aussi dans le contexte où on pense que la philosophie, les idées doivent venir d'Allemagne, la Révolution de France, et l'économie politique qui doit transformer aussi la société d'Angleterre. On est vraiment dans cette idée de sorte de circulation internationale, et à la fois des idées du phénomène révolutionnaire. De circulation, et comme le disait Engels plus tard, de syncrétisme, en fait, de compénétration de l'ensemble de ces doctrines et de ces discours-là, dans un creuset qui sera, il y a une grande foi à cette époque-là, au XIXe siècle, pour le pouvoir de la philosophie, qui sera le discours du Nouveau Monde, en fait, vraiment, et la langue du Nouveau Monde. Il y a toute une réflexion, j'en parle aussi dans le livre, sur le langage et sur la possibilité de transcender les nationalités et les esprits de nation via un médium qui serait universel. Donc il y a tout ça, et le fait que Everbeck effectivement charcute, intercale, y mette de ses commentaires, pour lui ne relève pas de la trahison, mais d'un geste militant, en fait, mais militant au sens noble du terme, c'est-à-dire de don de soi à la cause. Et la fin en justifie les moyens pour lui. Et justement, la fin de cette œuvre d'Everbeck qui finalement n'aboutit pas, ou est assez peu reçue, est-ce que c'est pas lié à la fin d'un idéal aussi qui se fracasse entre 1848 et 1850 d'une sorte de révolution internationale qui en fait est
dépassée ou par la création, l'affirmation d'États nationaux, où en fait chaque mouvement se replie sur ses frontières nationales. Absolument, ouais. Elle est même balayée, hein, cette intention révolutionnaire en 48 et en 49. Pour moi, l'entreprise d'Everbeck est un petit peu la dernière tentative, la tentative un peu désespérée de faire dialoguer dans un internationalisme un peu syncrétique les Français, les Allemands, les Suisses, les Anglais et au-delà. Et ces traductions, elles en sont presque comment dire, le faire part de décès, quoi, parce que elles paraissent au moment où c'est terminé, où c'est en train de se terminer. Et oui, je pense qu'on peut dire ça, effectivement, que c'est la fin d'une époque. Et lui-même, en tant qu'individu, bon, à l'occasion de la Révolution de 48, il est emprisonné. Il fait à peu près 3 mois de prison pour des motifs politiques. Hein. Finalement, il échappe au procès, mais il ressent aussi cette expérience durement personnellement. Et il fait l'état au moment où c'est une grande césure, une grande rupture dans sa vie. Il en fait état lorsqu'il publie ses livres, dans une longue lettre à Marx qui est reproduite dans le livre, et où il explique que pour lui, 48 marque la fin d'une époque, quoi. Enfin, cet échec-là, il le ressent très durement, et il le vit comme un deuil, véritablement, un deuil politique. Et quel rôle jouent ces traductions dans la construction du mouvement socialiste d'une manière plus générale? Est-ce qu'il reste quelque chose d'Everbeck, ou est-ce que ça a complètement disparu, englouti après 1848-1850? Alors, c'est très difficile à évaluer. Je pense que c'est une des choses qui reste à travailler, enfin, qui n'ont peut-être pas été suffisamment dans ce livre-là. Il y a néanmoins un certain nombre de choses qu'on peut dire. La première, c'est que les socialistes français ont néanmoins lu Everbeck, et s'ils ne l'ont pas lu, ils l'ont écouté, puisqu'une bonne partie des transferts culturels et des échanges de l'époque ont été faits à l'oral. Et dans les correspondances, on retrouve d'ailleurs la trace de ces différents échanges. D'ailleurs, parfois pour les disqualifier, ces transferts. C'est-à-dire pour dire, à l'époque, Feuerbach, je le connaissais via Everbeck, donc autant dire que je le connaissais pas, quoi. Voilà. Parce qu'il le travestissait de diverses manières, et que c'était pas fidèle forcément à l'esprit de la philosophie de Feuerbach. Donc il y a une réception, on va dire, intellectuelle, doctrinale, limitée, pour la gauche, très limitée à vrai dire, mais qui n'est pas anodine non plus, parce qu'elle sert de repoussoir. Ça, je le montre dans le livre. C'est-à-dire que les Français utilisent volontiers l'exemple d'Everbeck et l'exemple de ces traductions comme la preuve que la philosophie allemande et le socialisme allemand n'ont pas été capables encore de dépasser leur athéisme, qui est pour le socialisme français qui se réclame de la communauté et de l'association et de la religion au sens de ce qui relie les hommes, qui est quelque chose de très funeste en fait, l'athéisme pour les socialistes français dans l'héritage rousseauiste. Et donc ils vont se servir de cette référence allemande qui était déjà incarnée par Marx à l'époque des annales franco-allemandes, et qui l'est durablement avec ces publications-là, pour se démarquer de ce socialisme-là et pour affermir leur propre version, avec un S pluriel, du socialisme français. Il y a un deuxième temps de la réception d'Everbeck, c'est la légende des bons Allemands, qui a été en cours parmi le socialisme français comme parmi bon nombre de cercles intellectuels français à l'occasion de la guerre de 1870, où pendant presque 20-30 ans, on va présenter Everbeck comme un généreux donateur, une figure de bon allemand qui avait ce souci d'internationalisme et d'amitié franco-allemande, et qui a fait don à la France de son pécule financier à travers ses traductions publiées à compte d'auteur, mais aussi de la science allemande, qu'on disqualifie parce qu'au fond on n'en a pas besoin, hein, mais néanmoins dont on apprécie l'existence et le geste. Sur le long terme, je pense qu'il faut trouver l'influence, ou en tout cas l'héritage de ce travail-là, dans les traductions qui seront réalisées notamment par Joseph Roy, les traductions évidemment de l'essence du christianisme de Feuerbach, mais aussi du Capital de Marx,
les premières traductions, les premières tentatives de traduction, je pense qu'on retrouve, ne serait-ce que dans les correspondances, ces échanges-là de l'époque. Voilà. Et après, le contexte changera radicalement, puisque à la fin du 19e siècle, la référence allemande, au lieu d'être les bons Allemands, c'est la référence absolue pour les socialistes français de la fin du 19e siècle. C'est aussi intéressant de voir le retournement de la référence, où l'image du bon allemand a changé complètement. Oui. En tous les cas, c'est un livre absolument passionnant, une vraie enquête policière que vous menez de bout en bout pour découvrir, débusquer ce personnage qui était passé aux oubliettes, et qui surgit là de façon extrêmement vivace, incarnée, et avec un travail de traducteur qui est extrêmement intéressant à découvrir. Voilà, c'est le livre donc d'Amaury Cattel, Le traducteur et le démiurge, qui est publié aux éditions de l'Arbre Bleu.